Et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Dans l'affaire DSK, après la rencontre entre les avocats de Dominique Strauss-Kahn et le bureau du procureur, le parquet de Manhattan annonce que l'enquête se poursuit. Et les accusations de crimes sexuels pesant sur Dominique Strauss-Kahn ne sont pas abandonnées, du moins pour le moment. La dégradation de la note portugaise provoque un tollé en Europe. Bruxelles réprouve la décision de l'agence Moody's et une nouvelle fois le risque de contagion dans la zone euro hante les marchés. Alors où s'arrêtera ce nuage de Tchernobyl économique? Analyse à suivre avec notre chroniqueur Jean-Louis Combeau. Et puis à l'approche de la fin de session parlementaire au Sénat, nous ferons le bilan d'une année législative très chargée durant laquelle la Haute Assemblée s'est parfois opposée au gouvernement. Le Sénat est-il indépendant et autonome pour autant? Réponse de son président Gérard Larcher, invité politique du 22h dans un instant. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Chaque geste, chaque signe a été scruté à la loupe. Pas de déclaration du camp DSK ce soir, simplement quelques mots de Benjamin Brafman qui décrit une rencontre constructive avec le bureau du procureur. Alors que certains s'attendaient ce soir à un abandon des charges, le parquet de Manhattan annonce que l'enquête se poursuit. Tous les détails avec Pierre Bond-Joseph. À la sortie, la déclaration est laconique. Nous avons eu une rencontre constructive. C'est tout ce que nous avons à dire. Nous ne répondrons pas aux questions. C'était une rencontre constructive. Merci beaucoup d'être venus. Nous ne dirons rien de plus. Constructive, on n'en saura pas plus sur la rencontre entre les avocats de DSK et le procureur Cyrus Vance. Après les révélations sur la personnalité trouble de Nafissatou Diallo et les mensonges de la plaignante, chaque jour qui passe vaut la perspective d'un procès s'éloigner. Le procureur a désormais 3 options: alléger les motifs de poursuite, abandonner carrément le procès ou trouver un accord à l'amiable entre les deux parties. De son côté, c'est un DSK métamorphosé en citoyen presque ordinaire qui s'affiche devant les caméras avec des difficultés de serrure. Juste un mot sur votre état d'esprit. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Celui qui n'avait pas enlevé sa clé. Ah, bravo, bonne nuit. Une image étonnamment banale qui tranche avec celle de l'accusé, menotté au poignet. Ce soir, les poursuites pour crimes sexuels ne sont toujours pas abandonnées et le parquet de Manhattan précise que l'enquête se poursuit. Et en France, à présent, tandis que la plainte de Tristan Banon est actuellement à l'étude au parquet, les responsables socialistes critiquent un feuilleton nauséabond et tentent de se concentrer sur la campagne des primaires. C'est le cas du député Manuel Valls qui affiche son ambition d'incarner une gauche moderne, soucieuse de dire la vérité aux Français. Sandra Cerquera. Une nuée de caméras pour l'accueillir. Manuel Valls savoure l'instant, un instant plutôt rare pour celui qui peine à faire décoller sa candidature. Il rêve d'incarner l'énergie du changement, son slogan pour 2012, et choisit pour cela de s'entourer d'une équipe de jeunes pour sa campagne. Ils incarnent, chacun, à leur manière, cette nécessaire énergie, cette révolution douce et généreuse dont la France aura besoin. Incarner le renouveau pour se tailler une place parmi les éléphants du PS. Manuel Valls veut assumer sa ligne, souvent à rebrousse-poil de celle des autres socialistes. C'est pour cette raison que ces porte-paroles des jeunes élus, comme Alice Soumaré, conseillère régionale, ou Zora Habitant, animatrice associative, l'ont choisi. Parce que notre société est très hostile au changement et le Parti socialiste lui-même est hostile au changement. On peut le constater tous les jours. Classé à l'aile droite du PS, Manuel Valls, qui aurait été approché en 2007 par Nicolas Sarkozy pour devenir ministre d'ouverture, est aujourd'hui bon dernier du classement des candidats à la primaire socialiste, crédité de seulement 3% au premier tour. Et en déplacement aux Antilles, où il travaille sa stature de présidentiable, François Hollande a dû apprécier. Il a en effet reçu aujourd'hui le soutien de 2 nouvelles personnalités socialistes, celle du patron des députés PS, Jean-Marc Ayrault, et l'appui de Jérôme Cahuzac, président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Autre candidature à présent, la primaire socialiste, celle du président du Parti radical de gauche, Jean-Michel Baillet, annonce faite sur notre antenne par le sénateur Yvon Collin, qui préside le groupe RDSE au Sénat. Une candidature qui n'est pas pour déplaire à Martine Aubry. Les détails avec Élise Ecardi.
Il y aura donc un nouveau visage sur la photo des primaires socialistes, celui de Jean-Michel Baillet, le président du Parti radical de gauche. D'abord parce que les militants le souhaitent, et ensuite cela évite aux élus et responsables radicaux de s'éparpiller sur les différents candidats socialistes. Le PRG compte seulement 8 députés et 10 sénateurs. Chaque élection est l'occasion de se rappeler aux bons souvenirs du Parti socialiste. Mais de là à présenter un candidat à la primaire, pour certains parlementaires, l'idée était mauvaise, surtout pour les proches de François Hollande, conscient que cette candidature va lui faire perdre des voix. Effectivement, le candidat Jean-Michel Baillet prendra quelques voix à François Hollande sans doute. C'est un peu dommage car ça aurait créé une dynamique encore plus forte au premier tour. Bon. Pour Jean-Michel Baillet, le calcul politique semble évident. Pas sûr qu'il le soit autant pour les électeurs de gauche qui voteront à la primaire. Voilà, Yvon Collin, président du groupe RDSE au Sénat, qui est l'invité de Preuve par 3, juste après le 22h. Mais d'abord, invité politique ce soir, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Ensemble, nous allons évoquer ce soir les soubresauts de la zone euro, avec de nouveau la hantise de la contagion après la dégradation de la note portugaise. Notre chroniqueur Jean-Luc Gombault, qui n'est pas très loin, nous rejoindra tout à l'heure pour en parler. Nous évoquerons aussi la droite, bien sûr, votre camp en ordre de bataille ou de dispersion, vous nous le direz, pour 2012. Et on commence par le Sénat. On arrive à la fin de cette session parlementaire. Les sénateurs ont beaucoup travaillé. Et dites-nous sur quoi le Sénat s'est illustré, selon vous? D'abord, cette session a été une session très forte pour le Sénat. Nous avons battu, je veux dire, tous les records, plus de 1000 heures. Et puis un certain nombre de débats qui ont dépassé les 130, les 140 heures. Le débat sur les retraites. Nous sommes depuis quelques jours entrés dans la réforme des retraites. Et ce débat au Sénat était un débat qui a été au fond, qui a fait progresser en matière d'équité, qui a posé les principes de la réforme systémique. Il y a le débat sur la réforme des collectivités territoriales et nous sommes en train de mettre en œuvre concrètement sur le terrain la réforme notamment de l'intercommunalité qui va changer la vie d'un certain nombre de communes et donc des citoyens dans la commune. Il y a eu un très beau débat sur la bioéthique, un débat de fond qui d'ailleurs a ouvert un certain nombre de questions qui ne sont pas toutes résolues. Et puis il y a eu ce combat permanent pour les libertés individuelles et collectives, c'est vrai, où parfois la majorité sénatoriale s'est un peu affrontée au gouvernement, ou a eu des débats en profondeur avec l'Assemblée nationale. C'est, je crois, la marque du Sénat, et une marque du Sénat qui, en même temps, a accentué le contrôle du gouvernement, et puis beaucoup de propositions de loi, d'initiatives sénatoriales, 9 adoptées. Ça, c'est la conséquence de la réforme de 2008. Est-ce que l'image du Sénat sort renforcée quand il s'oppose et quand il conteste? Je ne sais pas quand il s'oppose et quand il conteste, quand il apporte sa valeur ajoutée. Une des questions, c'est à quoi sert le Sénat? Eh bien, le Sénat, sur la réforme hospitalière, par exemple. Dans la réforme de l'audiovisuel, c'était il y a maintenant plus de 2 ans. Dans la réforme des retraites, je crois qu'il a apporté le regard qui est sans doute moins lié à l'immédiat. Et puis, sur les questions des libertés individuelles et collectives, je crois que le Sénat est vraiment dans son rôle de chambre haute. Mais quand le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat appartiennent tous à la même majorité, les téléspectateurs doivent se demander mais quels moyens d'indépendance et d'autonomie peut avoir le Sénat? Pour nos téléspectateurs, des 4 institutions, la seule qui ne procède pas de l'élection présidentielle, c'est le Sénat. Et d'ailleurs, renouvellement au mois de septembre, par moitié, sur la base essentiellement des élections municipales de 2008. C'est la force du suffrage universel indirect, c'est la liberté. Moi, je suis loyal avec le président de la République, mais la loyauté, ce n'est pas l'alignement. Et en tous les cas, on l'a vu sur un certain nombre de textes, puisque parfois vous avez titré désaccord, y compris entre le président de la République et le président du Sénat, notamment sur la question de la laïcité, par exemple. En même temps, je pense que le président de la République fait bouger les choses, fait avancer les choses. C'est ce que j'ai expliqué aux sénateurs de toute sa sensibilité en leur donnant mes impressions de cette session. C'était ce midi. Alors, vous nous avez dit loyal, mais pas aligné. On va écouter sur ce sujet la réaction du président des sénateurs socialistes. Vous le connaissez bien, Jean-Pierre Bel. Regardez ce qu'il a dit, écoutez ce qu'il a dit sur notre antenne dans le 22h. Sur la réforme des retraites, alors que nous pouvions espérer du Sénat une opposition qui peut-être aurait mieux correspondu à ce qu'attendaient les salariés. Lorsque sur la réforme territoriale,
les sénateurs, notamment de la majorité, avaient dit qu'ils ne voulaient pas de ce que proposait le président Sarkozy, qui n'a cessé de stigmatiser les élus locaux, eh bien, ils ont cédé et le Sénat a été bafoué. Lors de la réforme de la taxe professionnelle, les sénateurs de droite également, mes collègues de la majorité, étaient nombreux à ne pas accepter ce qui était proposé. Et je remarque qu'à chaque fois, le Sénat n'a pas fait entendre sa voix. Voilà, c'est le petit reproche que je me permettrai de faire à la présidente du Sénat. Gérard Larcher bafoué, a dit Jean-Pierre Bel, les mots sont durs. Attention, on est aussi là dans un jeu de rôle, et c'est naturel en démocratie. Demandez donc au ministre de l'Intérieur s'il a eu le sentiment que nous nous alignions sur un certain nombre de sujets, sur les questions des libertés ou de l'immigration, par exemple. Demandez donc au garde des Sceaux si sur le sujet, par exemple, de la justice en direction de la jeunesse... Parfois, ils vous l'ont reproché en tête-à-tête. Pas qu'en tête-à-tête, ça s'est passé, mais c'est normal. Le Parlement, il est là pour parlementer. On ne s'oppose pas pour s'opposer. Nous partageons la volonté de réforme, en même temps, nous apportons notre regard. Et ce regard-là, c'est la plus-value du Sénat. Alors qu'il y a un regard différent de la part de l'opposition, mais c'est naturel. C'est ça la démocratie. Je remarque quand même que sur un certain nombre de sujets, par exemple l'intercommunalité, sur la réforme territoriale, il y avait beaucoup de convergence. Et d'ailleurs sur le terrain, on est extrêmement convergents. Et je renvoie à un petit rapport qui vient d'être fait par la délégation collectivité territoriale. Alors, on le voit ce soir et on vous décrit souvent, à droite comme à gauche, comme un homme de consensus. Ça, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher, qui est un homme de consensus. Mais le candidat Larcher, comment il est à la veille des élections sénatoriales? Je dois dire, avec le sentiment d'avoir fait le mieux qu'il m'était possible par rapport à l'engagement et d'avoir réussi un certain nombre de choses, pas tout, grâce au travail collectif des sénateurs. Et j'allais dire, j'y inclus la majorité comme l'opposition, comme les groupes minoritaires. Je crois qu'on répond un peu mieux à cette question, à quoi sert le Sénat. Je le vois d'ailleurs par la multitude de courriers, y compris quand il y a une question comme aujourd'hui qui se pose par rapport à un collègue questeur. Les gens s'adressent à moi, donc ils ont compris que le Sénat était aussi un interlocuteur dans une démocratie. Et donc aujourd'hui, je pense que nous devons conserver la majorité au Sénat, une majorité qui ne ressemble pas tout à fait à la majorité présidentielle. Ouais. C'est aussi la richesse du Sénat. Oui, vous devez la conserver, mais est-ce que vous allez le faire? Le Sénat à gauche, est-ce que pour vous c'est de l'ordre du fantasme ou est-ce que c'est une hypothèse crédible? C'est de l'ordre de l'alternance démocratique si les grands électeurs décidaient d'envoyer une majorité de sénateurs qui appartiennent à l'opposition. Comme elle est longue la réponse, mais est-ce que vous y croyez? Un basculement à gauche, c'est une crainte, une hypothèse crédible? Non, c'est en démocratie, ne pas envisager l'alternance, c'est avoir un sentiment de supériorité. Ce que j'espère, c'est que les arguments, les propositions qui seront présentées par les candidats au sens le plus large de la majorité sénatoriale entraîneront l'adhésion parce que le corps des grands électeurs n'est pas un corps systématiquement clivé politiquement. Il représente le territoire. Et la réponse du Sénat doit être complètement pragmatique par rapport au problème du territoire, au problème des collectivités locales, mais aussi au problème de quelques principes. La notion d'équité, par exemple, est extrêmement importante. Et cette notion-là, il faut qu'on y apporte des réponses. Et je crois, au travers notamment de la réforme des retraites, les gens ont vu que le Sénat était attentif à chacune et à chacun, et pas simplement aux collectivités locales. Alors, vous avez parlé d'un collègue sénateur tout à l'heure. S'il s'agit du questeur socialiste du Sénat, Jean-Marc Pastor, qui a été épinglé pour des notes de frais douteuses. Lui s'en défend, mais il déclare qu'il va les rembourser. Est-ce que c'est le fin mot de l'histoire ? Je sais pas, c'est d'abord une affaire individuelle et c'est pas une affaire collective. Attention aux amalgames que j'entends, parce qu'on n'est pas loin du populisme, de l'antiparlementarisme. Les sénateurs sont des gens droits. Vous savez, hier, j'ai reçu les 3 questeurs avec le nouveau questeur délégué, Gérard Deriot. Et d'abord, il a été acté qu'aucun communiqué de presse n'a jamais émané de la présidence du Sénat. Et d'ailleurs, questeur Pastor l'a reconnu. En même temps, le questeur Pastor a reconnu sa faute dans ce communiqué, l'avoir par maladresse envoyé? Oui, c'est ce qu'il raconte. Et la deuxième des choses, c'est que le questeur Pastor nous a annoncé qu'il allait rembourser à la trésorerie du Sénat. Et puis, la troisième des choses, c'est que je me suis permis de rappeler quelques principes qui avaient été fixés par notre comité de déontologie. La dignité, l'indépendance, l'intégrité, l'assiduité, l'égalité, la laïcité. Eh bien, je crois que ces principes, il faut qu'on continue à les mettre en œuvre. D'ailleurs, sur ce dossier,
je m'en entretiendrai avec le président Bell dès son retour de déplacement, parce que ce poste de questeur, il appartient au groupe socialiste et il faudra qu'on en parle. C'est-à-dire que c'est au groupe socialiste de prendre une décision Dans tous les cas, nous en parlerons, le président Bell et moi. Oui, mais Gérard Larcher, vous, parce que quand même, vous parlez de justice, est-ce que vous considérez de la part de Jean-Marc Pasteur que c'est une maladresse, une légèreté, il faut faire attention la prochaine fois, ou alors c'est beaucoup plus grave? Nous irons au bout du dossier, tranquillement, sereinement. Les temps qui viennent de se passer nous rappellent que les jugements à l'emporte-pièce et dans l'urgence ne sont jamais porteurs de la vérité. Certes, mais au bout du dossier, c'est-à-dire qu'il y aura quand même un changement, peut-être une sanction. Attendez, il appartient au groupe socialiste et je souhaite m'en entretenir avec le président du groupe socialiste. Donc c'est à Jean-Pierre Bell que la décision revient. Avec moi-même, naturellement. Alors, autre sujet, le Sénat a décidé d'attribuer une prime exceptionnelle de plus de 3 000 € aux sénateurs. Qu'est-ce qui la justifie, Gérard Larcher? Je voudrais peut-être prendre un tout petit peu de temps pour expliquer les choses. Ce n'est pas une prime. Il existe une indemnité liée à l'exercice du mandat. Et cette indemnité, elle a été créée par la loi en 2002 pour permettre l'exercice de ce mandat. Elle est revalorisée chaque année dans le cadre de la loi. Et ce qui vient d'être fait, l'est fait pour 3 années, parce qu'on ne l'avait pas revalorisé en 2010, pour 2010, 2011, 2012. C'est une décision de conseil de questure, où d'ailleurs sont représentées majorité et opposition. Elle a été versée en une fois, pour la totalité des 3 années. Ça représente 98 € par mois. Mais je voudrais aller peut-être sur le fond. Parce que je crois qu'il faut qu'on se dise les choses. Les parlementaires doivent recevoir une indemnité. C'est normal. Ça assure leur indépendance, y compris vis-à-vis des groupes de pression. En même temps, la démocratie, ça a un prix. Et le système que nous avons, indemnité parlementaire, indemnité représentative de frais de mandat, elle est tout à fait comparable à ce qui se passe dans d'autres parlements. Et d'ailleurs, il faut aller sur le site du Sénat, tout est écrit. Mais les gens, les téléspectateurs... Allons sur le site du Bundestag et vous ferez la comparaison. Oui, Gérard Larcher, sur l'explication, on l'entend, on peut peut-être la comprendre, mais quand même, on est dans un climat particulier quand vous dites c'est normal. Le climat... Je termine juste, dans les entreprises, il peut y avoir, ce n'est pas les mêmes montants, des stocks options, etc., des salaires qui sont reportés, des primes. Mais est-ce que justement pour les parlementaires qui représentent les collectivités locales, est-ce que ça ne peut pas être choquant aujourd'hui dans ce climat? Écoutez, l'indemnité parlementaire, par l'ordonnance de 58 et la non-application depuis 1995, c'est plutôt dégradé. Et l'indemnité représentative de frais de mandat, ça représente 1,4% par an. Ça avait été fait en 2009. Donc je crois que simplement, il faut dire les choses. On va sur le site du Sénat, tout ceci est expliqué depuis des mois. Je ne vois pas pourquoi ça mérite une explication. Parce que présenter comme une prime exceptionnelle... Que le Sénat vit hors du temps des réalités. Mais attendez, il existe la même chose à l'Assemblée nationale. Il existe la même chose dans le Parlement allemand. Simplement... On se console en les regardant? Mais non, on ne se console pas en les regardant. Parce que la démocratie, ça a aussi un prix. Il faut que des parlementaires, ça soit indemnisé. Moi qui suis quelqu'un qui est poussé à l'indépendance vis-à-vis de tous les groupes de pression, de tous les lobbies, il y a un moment, il faut dire que la démocratie, ça a un prix. Il n'est pas exorbitant en France. Par contre, je vais vous dire, l'indemnité représentative de frais de mandat, pour moi, elle devrait avoir une contrepartie sur laquelle nous avons entamé la réflexion. D'ailleurs, le dernier bureau du Sénat en a parlé. C'est la présence. Donc des efforts seront La présence. Et je ne vous cache pas que je suis quelqu'un qui proposerait. Et ce sera, si je suis réélu président du Sénat, est-ce que nous ayons cette procédure de contrôle entre présence et indemnité représentative de frais de mandat? C'est, je crois, indispensable, parce que la présence, elle est l'exercice réel du mandat, que ce soit en commission, en délégation ou en séance. Gérard Larcher, président du Sénat, UMP, votre camp, ça y est, en ordre de bataille. 2012 a commencé, chacun prépare son projet pour son champion. Et bien sûr, pour les Français, l'UMP fait de nombreuses propositions. Le gouvernement les rejette. Est-ce que le parti travaille vraiment pour Nicolas Sarkozy en vue de 2012 ? Je crois que le mouvement politique qui soutient Nicolas Sarkozy, et je pense qu'il aura des soutiens au-delà de ce mouvement politique, réfléchit sur des chantiers. Nous avons des débats, il y a des sensibilités différentes. Hier, sur la question sociale ou la question des 35 heures, nous avons des approches différentes. Moi, je ne crois qu'à la vertu du dialogue avec les partenaires sociaux. Je crois qu'il faut faire un agenda social au début du quinquennat et pas dire, eh bien, les 35 heures, c'est fini. Non, c'est un sujet, la compétitivité
le coût du travail, le temps de travail, mais c'est des sujets qu'il faut mettre à l'agenda social, dont il faut débattre avec les partenaires sociaux. Jean-François Copé parle de débat, mais enfin, il y a deux majorités, il y a deux lignes. Non. Quand l'un dit ça, Il y a une loi de janvier 2007, je la connais bien, c'est moi qui l'ai portée au Parlement, qui oblige le gouvernement, quel qu'il soit, à donner du temps aux partenaires sociaux. J'ai même vu François Hollande écrire dans une tribune libre qu'il fallait constitutionnaliser ce principe. Donc, qu'on soit dans la majorité, qu'on soit dans l'opposition, que demain il y a une alternance, pardonnez-moi, nous devons donner le temps à la démocratie sociale et ensuite viendra le temps du Parlement et du gouvernement. Vous sillonnez la France, des régions, des territoires. Cette France, Martine Aubry la décrit comme cabossée. Par qui? Je la décrirais comme belle, diverse, angoissée, qui cherche l'équité. Voilà pourquoi je souhaite m'expliquer sur tous ces sujets, y compris l'indemnité parlementaire, parce que, j'allais dire, je dois aux Français, en les regardant les yeux dans les yeux, la vérité, y compris sur la manière dont moi, demain, j'organise mon cabinet, dont je vis, dont j'ai une éthique personnelle, je leur dois cette vérité. Mais la vérité, c'est pas le simplisme, c'est pas le populisme, ça n'est pas, j'allais dire, quelques formules, c'est pouvoir leur dire les choses. Elle est populiste, elle est simpliste, Martine Aubry. Je crois qu'elle surfe sur les peurs, alors que nous avons besoin de donner confiance à notre pays. Nous avons besoin de nous occuper de nos jeunes, nous avons besoin de nous occuper de nos seniors, nous avons besoin de répondre à la question de la dépendance, et puis, regardez la situation de la Grèce et du Portugal. Il nous faut retrouver les équilibres financiers. Jean-Luc Gombeau nous rejoint. Mais vous dites Martine Aubry simpliste, etc. Mais ça lui réussit dans les sondages. Même sans Dominique Strauss-Kahn, la gauche devance Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça vous préoccupe? C'est la situation aujourd'hui. Je pense que répond sur les sondages. Attendez, moi le seul sondage qui comptera, ce sera avril et mai. Je pense que Nicolas Sarkozy conduit les réformes, qu'il y a un temps de la pédagogie des réformes. Moi qui sillonne la France, bien sûr, à la rencontre des élus locaux et des forces vives économiques, du monde agricole, des partenaires sociaux, je sens ces interrogations, je sens parfois des angoisses, mais je sens aussi qu'un certain nombre de choses vont mieux. On ne le dit jamais. Et les choses qui vont mieux, c'est qu'il y a des emplois qui se créent, il y a des initiatives qui sont prises, il y a des entreprises qui se développent, et que ça peut conduire à l'espérance. Et j'ai envie de mobiliser mon pays pour qu'on réussisse à sortir vraiment de la crise. Certains ont envie de le faire. C'est un ami à vous, Jean-Louis Borloo, vous le connaissez bien. Vous avez dit de lui, Jean-Louis Borloo sera responsable en parlant de 2012. Est-ce que ça veut dire qu'il n'ira pas, vous le savez? Non, il sera responsable, il analysera la situation et il prendra sa décision. Je suis certain que Jean-Louis Borloo ne jouera jamais la politique du pire. Je le connais bien, j'ai travaillé avec lui. Il a le sens du service du pays, du service des autres. Il est particulièrement attentif à des questions comme l'équité. Et l'UMP lui met pas mal la pression pour qu'il s'en souvienne. Je ne sais pas si l'UMP lui met la pression. Moi, je lui dis quelle est ma loyauté. En même temps, je lui dis mon amitié. Et en même temps, je pense que nous avons besoin d'un Jean-Louis Borloo pour accompagner la victoire en 2012. Autour de Nicolas Sarkozy. Troisième partie de cette interview, Gérard Larcher, le nouveau directeur général du FMI, Christine Lagarde, a pris ses fonctions et a indiqué aujourd'hui qu'elle poursuivrait la politique réformatrice de son prédécesseur, notamment sur l'emploi. On l'écoute et on accueille Jean-Luc Gombeau. J'espère que tous les partis politiques grecs, au gouvernement et dans l'opposition, seront inspirés par les exemples donnés par les partis politiques en Irlande, par les partis politiques au Portugal, vient un moment où les intérêts personnels, les rivalités politiques doivent être mis de côté quand c'est dans l'intérêt du pays. The path that has been clearly opened by my predecessor Dominic Strauss-Kahn. La voie ouverte par mon prédécesseur Dominic Strauss-Kahn pour inclure des sujets tels que l'emploi et le social dans l'examen économique traditionnel de la situation des pays doit être également poursuivie. Look at the situation of a country needs to be taken on board as well. Bonsoir Jean-Luc Gombeau. Bonsoir Sonia. Alors Christine Lagarde, la toute nouvelle directrice générale du FMI, a beaucoup à faire, à commencer par les soubresauts de la zone euro. Eh bien, Monsieur Larcher vous disait à l'instant, mais regardez la Grèce. Ben, la première chose qu'elle a regardée, Madame Lagarde, c'est justement la Grèce, puisque la prochaine réunion du Conseil d'administration, la première réunion du Conseil d'administration du Fonds monétaire international sera consacrée à la Grèce avec deux informations importantes, le déblocage de l'aide qui était promise à la Grèce pour le 18 juillet prochain et la mise en place de ce nouveau plan de soutien qui devrait être prêt, d'après M. Barouin ce matin, en septembre. Mais il y a eu une décision qui est un peu passée sous silence, que je trouve importante, c'est la nomination du Chinois
représentant chinois au conseil d'administration, comme numéro 2 du Fonds monétaire international, puisque Lipsky, l'américain, est en partance pour d'autres affaires. C'est la première fois depuis 65 ans qu'existe le Fonds monétaire international qu'un membre d'un pays émergent, la Chine, arrive quand même à sa direction, disons, en tête. L'autre aspect qui est important de la journée, avec l'arrivée de Mme Lagarde, c'est évidemment le Portugal, qui hier soir a été dégradé de 4 points par l'agence de notation Moody's. On attend que Fitch fasse la même chose. Ça a eu une conséquence très importante sur les marchés financiers dans la journée, la baisse des bourses bien entendu, mais aussi la tension sur les taux d'intérêt. Pensez donc que les taux d'intérêt grecs sont passés au-dessus de 18% pour un emprunt à 2 ans. Les taux d'intérêt de l'Irlande sont passés au-dessus de 15% et du Portugal au-dessus de 16%, donc des taux d'intérêt absolument considérables. On a même vu les taux d'intérêt français se tendre, puisque l'écart avec l'Allemagne s'est un petit peu tendu. On est à un demi-point et rien d'important, mais enfin, ça montre bien que cette décision a été d'ailleurs, a eu des répercussions importantes et ça a créé un tollé dans l'ensemble de l'Europe. Ça a été juste signalé à l'instant par le président Larcher, avec les Allemands, la Commission européenne qui a tiré à boulet rouge sur ces agences de notation qui effectivement troublent un petit peu le jeu par une décision qui apparaît aujourd'hui un peu intempestive sur la question portugaise. Donc, dans un climat, Mme Lagarde arrive dans un climat que l'on qualifiera de tendu. Alors, sur ce domaine, Jean-Louis, je vous laisse poursuivre l'interview. Alors, d'abord, commençons par la Grèce, Monsieur le Président. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait temps de vider l'abcès et de se dire, en fin de compte, voyons les choses en face, la Grèce ne paiera jamais. Pourquoi cet acharnement thérapeutique ? D'abord, je crois que sur la Grèce, Christine Lagarde, et moi je me réjouis que Christine Lagarde soit vraiment devenue cette nouvelle directrice générale du FMI, parce qu'à la fois elle va aborder les dossiers avec la technicité qu'on lui connaît, mais aussi une capacité d'écoute et un pragmatisme qui est indispensable. Sur la Grèce, nous voyons bien qu'elle a touché du doigt une partie de la question grecque. Est-ce que la Grèce a un programme, j'allais dire, de redressement suffisamment courageux et partagé par l'ensemble de la classe politique grecque? Ça, c'est un vrai sujet. Alors qu'au Portugal, à la suite des élections portugaises, nous savons qu'il y a un programme courageux et qui est partagé par l'ensemble de la classe politique. Alors je ne crois pas qu'il faille d'acharnement thérapeutique, mais je voudrais faire une comparaison avec Lehman Brothers. Si vous me permettez. L'abandon décision 2008 a provoqué un séisme. Et je crois qu'il en serait de même si nous n'avions pas, j'allais dire, la mise en place du plan annoncé pour la Grèce à partir du mois de septembre. Par contre, l'exigence européenne et du FMI est aussi une exigence politique en direction de la Grèce. Donc vous croyez que la Grèce, un jour, pourra payer? Je pense qu'un jour la Grèce pourra payer, à la condition qu'on n'exige pas les agences de notation, mais moi je me suis déjà exprimé. Nous avions invité M. Chauveleux il y a quelques mois au Sénat, et déjà il avait parlé en quelque sorte de l'absence, j'allais dire, de mise en concurrence entre les agences de notation, dans l'espèce de monopole des agences de notation. En fait, à 3, on est quasiment en monopole, en oligopole. Eh bien, je dois dire que sur ce sujet, attendre des résultats le lendemain matin, alors qu'en même temps, il faut prendre en compte la question sociale, l'acceptabilité. Je me suis rendu il y a quelques semaines avant les élections au Portugal pour rencontrer le président du Parlement portugais, James Gama, qui faisait alors une forme d'intérim, puisqu'il n'y avait plus de Parlement. Et j'ai vu le sens des responsabilités de la majorité comme de l'opposition. Je pense que nous devons œuvrer pour que le Portugal s'en sorte, mais demander des résultats demain, c'est strictement, j'allais dire, impossible. Moody's l'a dégradé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les agences de notation voient trouble, ou est-ce qu'elles voient la réalité? En tous les cas, elles voient dans leur logique simplement de marché. Je crois qu'il y a aussi une logique politique, parce que avoir créé un euro, c'est bien sûr, j'allais dire, un espace financier, mais c'est aussi un espace politique. Nous savons bien que dans cet espace politique et économique, il y a un nord qui produit, un sud qui produisait beaucoup moins, qu'il s'agit là aujourd'hui de retrouver la compétitivité et de maîtriser les dépenses dans un certain nombre de pays. Mais nous avons défini un espace commun. Il faut qu'on y assume nos solidarités, mais aussi nos exigences. Voilà pourquoi ça me renvoie, mais c'est des souvenirs nostalgiques, à ceux qui étaient un peu opposés au traité de Maastricht, dont j'étais avec Philippe Séguin. Nous disions à l'époque
que nous n'étions pas contre la monnaie unique, mais que nous étions pour une politique économique, sociale et industrielle qui soit progressivement convergente. C'est peut-être ce rendez-vous qu'on a un peu raté. Gérard Larcher aussi, dernière question politique. Est-ce que, tout ce qu'on demande à la Grèce, au Portugal, tout ce que les téléspectateurs français voient de ces aides qui sont distribuées, de ces millions, à qui ça profite? Est-ce que ça donne ils sont avancés. Est-ce que ça donne pas de l'eau au moulin de Marine Le Pen? À tous les cas, le système Le Pen, on sort de l'euro, on se replie derrière les frontières, tout ça, c'est du vent. C'est contraire à la réalité. Dans une économie mondialisée, il nous faut des stabilisateurs mondiaux. Voilà pourquoi le président de la République a raison, il faut qu'on aille plus loin dans le cadre du G20. Il faut qu'on aille plus loin en exigence et il faut des règles, y compris pour les agences de notation. Voilà. Et je suis pour une agence de notation européenne, parce qu'il faut aussi que nous vivions avec des valeurs qui sont les nôtres. Je ne partage pas un certain nombre de valeurs dans la vision de la société qui sont, j'allais dire, les lignes objectifs définies par ces agences de notation. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup Gérard Larcher d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous Jean-Luc Gombaud pour ce décodage. À suivre, le tour de l'info, c'est tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. C'est préparé ce soir par Simon Barbary. Explosion de joie cet après-midi en Corée du Sud. Sans surprise, Pyeongchang a été désigné par le CIO dès le premier tour de scrutin pour accueillir les Jeux Olympiques d'hiver de 2018. La Corée du Sud n'avait jusqu'à présent accueilli qu'une seule fois les JO, ceux d'été de 1988. Le déplacement de François Fillon aujourd'hui en Afrique du Sud n'aura pas suffi. La candidature d'Annecy finit bonne dernière avec 7 voix sur 95. Pôle emploi va mal, le constat est unanime mais les solutions divergent. Aujourd'hui, le sénateur UMP Jean-Paul Alduy présentait le rapport de la mission d'information sénatoriale. Le document préconise un renforcement des moyens humains de l'agence et prône une culture de la performance contre une culture de chiffres. L'opposition voulait aller plus loin et n'a donc pas voté le rapport. Soit, il va falloir des moyens supplémentaires, mais c'est quand même écrit aussi dans l'introduction qu'il faut être responsable parce que les comptes publics, c'est difficile à gérer. Donc il faut être responsable, donc il ne faut pas trop demander de moyens quand même. Les insurgés libyens gagnent du terrain. Après plusieurs semaines d'enlisement du conflit, les rebelles ont repoussé les soldats de Mouammar Kadhafi et se sont emparés du hameau de Goualish à 50 km au sud de Tripoli. Une délégation d'insurgés sera reçue prochainement et pour la première fois au siège de l'OTAN à Bruxelles. Il est resté inflexible. Instigateur du texte sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics en 2008, Xavier Bertrand ne compte pas laisser passer une baisse des amendes pour les personnes ne respectant pas l'interdiction de fumer dans les lieux publics. On voit tout cela avec Margot Aubrio. Allumer une cigarette dans un restaurant, une mauvaise habitude qui pourrait bientôt revenir en France. Aujourd'hui, fumer dans un lieu public est passible d'une amende de 68 €. Mais le montant pourrait être divisé par 3. 23 €, la bouffée de cigarettes illégale. L'article voté hier soir par les sénateurs était presque passé inaperçu, bien caché dans un projet de loi visant à transiger sur les petits délits et à désengorger les tribunaux. Quand les sanctions paraissent disproportionnées par rapport à la faute, les sanctions ne sont pas appliquées. Il est peut-être plus pertinent, j'allais dire plus intelligent, de prévoir des sanctions plus faibles et celles-là réellement de les mettre en vigueur. Si vraiment on voulait désengager les tribunaux, je pense qu'il y a d'autres choses à faire que des petites mesurettes comme ça qui arrivent, à mon sens, de façon assez démagogique en période électorale. Les associations s'inquiètent et dénoncent une mesure électoraliste. Face au tabac, le ministre de la Santé, lui aussi, prône la fermeté. Pas question de revenir aujourd'hui sur le montant des amendes quand on fume dans les lieux publics et il n'est pas question de tolérer la moindre souplesse sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Il faut ma signature. Eh bien, elle ne viendrait pas. C'est aussi simple que cela aussi. Le texte n'est pas encore définitif. Il devra